Et voilà, il est 20 heures à Jérusalem, 19 heures à Paris. Je précise qu'il est 20 heures à Jérusalem parce que c'est effectivement l'heure officielle à laquelle sont lancées les cérémonies marquant la journée du souvenir de la Shoah. C'est un événement très important. On sort à peine des fêtes de Pessah. On rentrera dans une semaine dans d'autres célébrations, j'allais dire israéliennes, avec Yom HaZikaron et Yom HaTzmaut. Et donc ce n'est pas un hasard qu'entre ces deux solennités, j'allais dire, l'État d'Israël a décidé de placer cette journée de commémoration qui est une journée très importante, fondamentale dans l'histoire du peuple juif. Alors évidemment, c'est toujours très difficile de transmettre pour les gens qui sont à l'étranger, qui n'ont pas vécu ça en Israël. Il y a dire une gravité très importante, un enseignement dans l'éducation nationale des cérémonies. Les enfants arrivent avec une tenue particulière à l'école et on essaye évidemment, Shlomo nous le dira tout à l'heure avec plus de force, à un moment où on arrive à une époque où de moins en moins malheureusement de sorts des Shoah, comme on les appelle maintenant, de rescapés quelque part, ce n'est pas le terme en français, sont parmi nous. Il est très important que les gens de la seconde génération arrivent aussi à prendre le relais, à nous transmettre beaucoup plus, à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants, cette histoire fondamentale. Alors, nous avons, j'allais dire, un chercheur de traces. Shlomo, c'est le terme qu'il a employé il y a maintenant 17 ans, de traces de notre histoire. Et ce n'est pas un hasard, je vais dire, j'ai rouvert son livre cet après-midi et les premières pages de son livre sont déjà un album de photos. Ça prouve à quel point, pour Shlomo, chercher des traces, chercher aussi des souvenirs, des marques à travers les photos, les images, les quelques petites choses auxquelles on peut se rattacher. Pour tous ces gens qui nous ont quittés, ces millions de personnes, mais d'un autre côté, on veut essayer aussi de ramener ça à une dimension plus particulière, à une dimension familiale, à une dimension personnelle. Et voilà, je crois qu'avec notre, je ne veux pas dire notre conférencier, mais j'allais dire notre guide dans les deux sens du terme, Shlomo Balzan, ce soir, nous allons essayer de nous plonger un petit peu, de nous rapprocher, de nous connecter un peu plus avec ce monde-là. Merci à vous tous d'être parmi nous. Vous connaissez les règles. On n'interrompra pas l'intervention. Vous pouvez écrire vos remarques sur le chat en bas. Et voilà, je vous retrouverai en fin d'intervention plus tard. Toda Rabba. Merci. Donc, je vais commencer. En fait, pour moi, j'ai découvert la Pologne encore à l'époque communiste et j'étais un des responsables de l'agence juive pour le renouveau éducatif en Pologne. Donc, je suis arrivé en Pologne à peu près en 1989-90 avec l'effondrement du communisme. Et au début, je voulais pas du tout aller à Auschwitz. J'étais là pour construire la communauté juive et commencer l'éducation juive dans la nouvelle Pologne après l'époque communiste. Et j'ai dit, je veux pas aller à Auschwitz, mais j'étais à Cracovie et un des amis m'a dit, mais je t'emmène, c'est à une demi-heure d'ici.
Et j'ai été à Auschwitz et je suis revenu. Je pensais rester là-bas 10 minutes, un quart d'heure pour dire Kaddish, mais je voulais pas y aller du tout. C'était un grand trou noir. Et finalement, je suis resté à tourner autour là-bas 3-4 heures et ça m'a rendu fou et dit, il faut que j'enseigne qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais comment j'enseigne? Alors, il y a eu un autre événement qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé dans le grenier une vieille boîte à chaussures dans laquelle mes parents avaient laissé des vieilles photos. Et j'ai trouvé la photo que vous voyez là, et c'est une photo un peu bizarre. On est au Jardin du Luxembourg à Paris, que vous connaissez bien. Une femme est assise avec 3 enfants et ils ont l'étoile jaune et il y a un petit sourire comme ça, pas tellement évident, mais ils ont l'étoile jaune. Donc c'est pris après juin 42, c'est quand l'étoile jaune a été commencée. Alors je ne connaissais pas, c'est quoi l'histoire de cette photo? Et tout mon intérêt pour la Shoah est venu de 2 choses. Comprendre l'image générale de ce qui s'est passé et comprendre l'histoire d'une famille, d'une photo, de qu'est-ce qui se passe derrière cette photo. La Shoah, ce n'est pas 6 millions, c'est 1 plus 1 plus 1. Non, c'est même pas 1 plus 1 plus 1. C'est des gens. Alors là, il y a la dame s'appelle Sarah Kornfeld. C'était ma tante, la sœur de mon papa. Et les 3 enfants sont mes petits cousins qui ont disparu tous à Auschwitz. La grande s'appelle Chaya, Hélène en français, à droite. À gauche, Anna, elle a 6 ans. Et le petit garçon assis sur les genoux de sa maman, il n'a pas d'étoile jaune parce qu'en France, l'étoile, c'est à partir de 6 ans. Donc lui, il a 3 ans, il a un petit ballon, il est assis sur les genoux de sa maman et son prénom à lui, c'est Shlomo. Et mon prénom vient de lui. Je vis à sa place. Mon papa m'a donné son prénom pour que je puisse un jour peut-être raconter l'histoire de cette photo. Maintenant, pourquoi la photo a été prise, je vous le dirai dans quelques minutes et dans quelles conditions cette photo a été prise, je vous le dirai bientôt. Ma famille vient de Pologne. Alors là, j'ai marqué en anglais la démographie des Juifs de France. Alors, avant la Révolution française, il y a à peu près 40 000 Juifs en France, notamment du côté alsacien, autour de Strasbourg et dans le sud, des Juifs venus d'Espagne. Et il n'y en a que 500 à Paris. En 1850, ça monte. En 1900, il y a déjà 100 000. En 1930, 200 000. Et maintenant, pourquoi en 1930, il y a déjà 200 000 Juifs? Parce que la France est une terre d'accueil. Tout le monde veut arriver en France. En 1939, il y aura 330 000 Juifs en France. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. La majorité viennent de Pologne, à peu près 40%, 20% viennent d'Allemagne et ainsi de suite. Tout d'un coup, tout le monde veut habiter à Paris. Pourquoi? Ma famille, elle est venue d'une petite ville en Galicie, en Pologne, qui s'appelle Gorlice. Alors là, on voit Sarah, ma tata, dont on a vu la photo avec son mari Isaac. Il y a ma grand-mère, mon grand-père qui était un rabbin, en haut, une famille. Et ma mère était très, très sioniste. Elle appartenait à la Noire Hatzioni et Chaloutz à Gorlice, une vie juive extraordinaire qui lentement, lentement va disparaître. Une vie juive incroyable. Il y avait à peu près 5000 juifs à Gorlitz, les ultra-orthodoxes, les chassidim, les sionistes, tous les mouvements sionistes possibles, le Bund, le Parti socialiste juif. Et dans chaque famille, dans ma famille, il y avait à peu près des gens de tous les bords. Et tout d'un coup, en 1900, après la Première Guerre mondiale, il y a eu des pogroms terribles dans la région. Il y a eu des pogroms après l'indépendance de la Pologne. Il y a eu d'un côté des bonnes choses, mais il y a eu également beaucoup de nationalisme polonais. Et il y a eu des pogroms terribles en 1918-19. Donc, beaucoup de Juifs ont dit il faut chercher un refuge. Où aller? La France. Ça, c'est un pays où aller. Et beaucoup de Juifs, notamment polonais, et donc de la famille de mon père et de la famille de ma mère, sont venus en France. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez la rue des Rosiers dans les années 20.
Et on voit également la rue des Rosiers aujourd'hui, c'est un peu changé, mais pas trop. Et là, il y avait un slogan en yiddish qui disait Zufrieden wie Gott in Frankreich. Heureux comme Dieu en France. Ça, c'est un pays où vivre, la France. Tout le monde arrive en France. Alors, les Juifs français depuis très longtemps, depuis la Révolution, étaient très, très français, plus français que français, étaient vraiment les Israélites. Mais même les immigrés adoraient la France. On peut s'exprimer comme on veut, c'est extraordinaire. Et là, effectivement, on voit Sarah et les 3 enfants à la plage. Je crois que c'était à côté du Pas-de-Calais. On voit Isaac, son mari, avec 2 des enfants qui se promènent sur les ponts de Paris. Ils habitaient vraiment au centre du Pletzel, à côté, pas loin de la rue des Rosiers. Donc, un petit monde juif. Et l'expression était heureux comme Dieu en France. Et tout d'un coup, la plus jolie France qu'il y avait dans les années 20 et 30, que tout le monde adorait, va se transformer en un piège terrible pour nos juifs. Ma maman, par exemple, a étudié à l'école des Hospitalières Saint-Gervais. À côté de la rue des Rosiers, il y a une très belle école. Et cette école, je suis très ému parce que le directeur de l'école, Joseph Migneret, qui n'était pas juif, mais c'était une école qui était fermée Shabbat, parce que c'était une école normale, française, mais faite pour les immigrés, pour enseigner à des immigrés juifs de rentrer dans la culture française. Et Joseph Migneret était un homme extraordinaire. Les profs qui étaient là-bas étaient extraordinaires. Ils faisaient tout pour intégrer les enfants juifs. Et Joseph Migneret, quand on commençait la Shoah, a sauvé des juifs. Il est juste parmi les nations. Et son arbre, et ça c'est extraordinaire, c'est quelque chose de très émouvant pour moi, l'arbre de Joseph Migneret figure à Yad Vashem sur une place qui s'appelle la place Janusz Korczak, dont on voit la plaque. Il y a une place à Yad Vashem avec la statue du grand pédagogue de Varsovie, Janusz Korczak. Mais qui a établi cette place? Qui à Yad Vashem a établi Maxi Librati, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui avait un magasin rue d'Aboukir. Maxi Librati, d'une famille du Maroc, qui est venu en France un peu avant la Première Guerre mondiale. Il est né en 1925, du côté de Lyon. Il a été déporté à Auschwitz. Il a survécu à Auschwitz. Il a réussi sa vie en étant un des plus beaux tailleurs dans la rue d'Aboukir. Et c'est un des plus grands donateurs de Yad Vashem. Et c'est un des plus grands donateurs de Yad Vashem est un rescapé d'Auschwitz marocain, un juif marocain. Et quand je dis ça, il y a beaucoup de groupes qui regardent avec des grands yeux. J'ai un seul petit peuple juif. Je ne sais pas ce que c'est qu'Ashkenaz, je ne sais pas ce que c'est Sfarad. J'ai un petit peuple juif. Et Joseph Migneret, le directeur de l'école où était ma maman, où a appris ma maman, bon, il est décédé il y a longtemps, mais il était juste parmi les nations. Et cette école était un endroit de vie extraordinaire, juste à côté de la rue des Rosiers, dans le fameux Pletzel, le quartier juif de Paris. Les Allemands envahissent la France, la zone occupée en nord, la zone sud, une zone qui appartient à l'Italie. Strasbourg et une partie de l'Alsace-Lorraine est annexée à l'Allemagne. Et l'île, le nord de la France, est annexée à la Belgique allemande, okay, et commence une course contre la montre. Il faut faire tout pour partir vers la zone sud, vers ce qu'on appelle la zone soi-disant libre. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas du tout réussi à passer la ligne de démarcation. Mon père a réussi, il rejoindra la résistance, j'en parlerai plus tard. En 1939, et ça c'est extraordinaire à raconter, quand la guerre commence, il y a en France 330 000 juifs, j'ai dit. Une partie viennent d'ailleurs dans les années 33, 34, notamment d'Allemagne après la montée de Hitler. Ils arrivent encore à venir. Une partie va arriver en 39-40 de Hollande et de Belgique pour s'enfuir devant l'armée allemande. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Tous les juifs veulent s'engager dans l'armée française.
Alors là, on voit mon oncle, un frère de ma mère, Marcel, il va s'engager dans l'armée française. Il n'est pas français, il n'est pas obligé, mais 25 000 juifs entre 18 et 25 ans, plus ou moins, qui ne sont pas français, qui ne sont pas obligés de. Et les Israélites, oui, vont s'engager, mais les juifs immigrés, ils n'ont pas encore la nationalité française. Ils sont tous volontaires. Et il y a tellement de gens qui veulent s'inscrire dans l'armée française qui est la queue. Il n'y a pas assez de place dans les bureaux où on recrute. Alors, on a ouvert, ça c'est rue Lancry, qui existe encore d'ailleurs dans un centre juif, on a ouvert un bureau pour recruter les juifs, parce qu'il y en a tellement qui veulent s'engager dans l'armée française, des étrangers, des juifs, des émigrés. Et là, il y a en yiddish, il y a marqué frères juifs, c'est traduit allons combattre pour la France, pour notre bien-aimée patrie, généreuse et hospitalière. C'est incroyable. Tout le monde s'engage et c'est marqué en yiddish, Bruder Juden, et ainsi de suite. Venez, on va s'engager pour se battre pour la France. Et on va voir comment la France va les trahir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur pendant très longtemps. Je vais vous donner un exemple. Je travaille beaucoup sur des documents et des photos. J'ai décidé d'enseigner la Shoah. La Shoah, ce n'est pas 6 millions, c'est 1 plus 1 plus 1. C'est des noms, c'est des histoires. Et je travaille beaucoup pour redonner un visage aux victimes. Avant que je continue sur la photo de ma famille, je voudrais montrer cette photo-là qui est exposée à Yad Vashem. C'est une photo complètement incroyable. Un mariage à Paris, à la mairie du 12e, avec l'étoile jaune. Maintenant, qui est-ce? Alors, écoutez bien. Le mari, celui qui se marie là, il s'appelle Bernard Zilberman. On voit sa fiche, de Drancy d'ailleurs. Alors lui, il était volontaire dans l'armée française. Il a reçu la plus voilà. Il a reçu la croix de guerre. Okay. Bernard Zilberman était volontaire. Il s'est porté volontaire. Il n'est pas français, il est polonais, bien qu'il soit né à Paris, mais il est né de parents polonais. Il va être décoré de la plus haute distinction militaire, la croix de guerre en 1939. Il est libéré de ses obligations militaires quand la France va se rendre. En juin 1940, la France s'est rendue et Pétain va commencer la collaboration et il va être arrêté. Il est héros de guerre. Mais avant, il va épouser une jolie jeune fille qui s'appelle Fortunée Behar. On la voit ici. Elle, sa maman s'appelle Amar, elle est née au Maroc et son papa Behar est né en Égypte. Okay, donc, je répète la phrase que j'ai dit entre Sfarad et Ashkenaz, je ne sais pas la différence. Ils vont se marier. Et qu'est-ce qui avait arrivé à ce couple? Ils vont être arrêtés. Il y a marqué ici en janvier 1943, le couple va être arrêté. Mais on ne les envoie pas tout de suite à Auschwitz. Pourquoi? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Ils sont mariés en 1942. Début 1943, elle est enceinte. On ne déporte pas de France des femmes enceintes. C'est pas, ça fait un peu de, ça fait la foire dans le train. Et, donc, on la laisse accoucher à l'hôpital Rothschild. Donc, elle va accoucher à l'hôpital Rothschild. Et ça, c'est extraordinaire. Je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire. À l'hôpital Rothschild, qui a une annexe de Drancy, à Paris, l'hôpital Rothschild qui est connu, il y avait un réseau d'évasion qui était tenu par Claire Heyman des EIF qu'on voit ici à gauche. Et à droite, il y a une femme qui s'appelle Maria Erzouriz, qui était une Chilienne non juive qui apprenait la médecine à Paris, qui s'est portée volontaire pour être infirmière dans l'hôpital de Rothschild. Et il y avait un plan d'évasion. Quel plan d'évasion? Alors, je m'excuse de ce que je vais vous dire. Quand une femme accouchait, on lui disait, écoute, tu ne peux pas garder ton bébé, on va le faire évader. Quelle femme qui vient d'accoucher veut se séparer de son bébé? Et
Béar, Fortuné Béar Zilberman, va accoucher. Elle va refuser de se séparer de la petite Claudine qui va naître. Mais il y avait un réseau d'évasion à l'hôpital de Rothschild. Et on voit des documents concernant la petite Claudine Zilberman, la fille du couple qui s'est marié. Et on voit qu'elle est née ici le 11 avril 1943. Donc, elle est née à l'hôpital de Rothschild. Et bien qu'il y avait une possibilité d'évader les bébés, il y a des femmes qui ont accepté, et il y a des femmes qui étaient incapables de se séparer. Vous voyez un peu le drame qu'il y a ici, et comment je transforme le terme général de Shoah en histoire très, très, très particulière. En 1941, et seulement au printemps 41, on commence à arrêter que des hommes, notamment tous les hommes qui se sont battus dans la Seconde Guerre mondiale en 1939. Donc Zilberman, mon oncle va être arrêté, qui s'est battu également en 1939. Ils vont les mettre dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. À partir de à peu près avril-mai 41, c'est ce qu'on appelle la rafle du billet vert. Pourquoi ça s'appelle la rafle du billet vert? Parce qu'il va y avoir un billet vert comme ça, où les gens sont convoqués. Alors là, c'était à Paris. Les gens étaient convoqués. Un de mes oncles et mon grand-père a été convoqué à Paris au gymnase Japy. Il y a un gymnase qui est assez connu d'ailleurs. Et on arrête au début que les hommes à Paris. Le 14 mai 1941, ça s'appelle la rafle du billet vert. Et mon oncle Isaac Kornfeld, qu'on voit ici, est effectivement arrêté. Et là, j'ai découvert, mais bien après, enfin, quand est-ce que sont nés mes trois cousins, Hélène, Anna, Simon. Le petit Shlomo s'appelle Simon en français. Chaya s'appelle Hélène. Elle est née en 1935. Anna est née en 1936. Et le petit Shlomo est né en décembre 1939, vraiment au début de la guerre, après le début de la guerre. Et Isaac est mis au camp de Beaune-la-Rolande. Mon oncle Isaac, le mari de Sarah, qu'on a vu dans la première photo, est mis au camp de Beaune-la-Rolande. Et qu'est-ce qui se passe à Beaune-la-Rolande pendant des mois? Rien, rien, rien. On attend, on attend. Il ne se passe rien, il n'y a pas de travail. On attend. Il y a même des ateliers de chant, de bois. On s'occupe comme on peut. Et les gens, il n'y a pas beaucoup d'évasion. Les gens sont nés en France. Il ne nous arrivera rien. Bon, ils ont arrêté les étrangers, parce qu'au début, on n'a arrêté que les étrangers. Bon, ils vérifient les identités, c'est logique. Il y en a qui n'ont pas tellement peur. Il y a même des visites de famille le dimanche. Et Sarah et les trois enfants viennent le dimanche à Beaune-la-Rolande. C'est pas loin de Paris, entre Paris et Orléans, vous connaissez. Et il y a même des réunions familiales où on peut parler. Et à un moment, Isaac lui dit, tu sais, Sarah, il y a des bruits qui courent qu'on nous amène travailler en Allemagne. Mais je n'ai pas de photo de toi et des enfants. Tu peux faire une photo de toi et des enfants et me l'envoyer. Et la poste marche. La poste marche quelques mois au camp de Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Okay, bien que les gens, mais la vie n'est pas trop difficile. Elle n'est pas simple, mais elle n'est pas non plus horrible. Personne ne sait ce qui se passait. Et les bruits courent. On va les emmener travailler dans une usine en Allemagne. Et elle demande à Sarah, sa femme, tu peux m'envoyer la photo. Maintenant, pourquoi ils ont été arrêtés par la police française? Ça, vous connaissez. Il y a marqué sur les fiches que Klarsfeld a retrouvées en 1990, et seulement en 1990, Serge Klarsfeld a fait ouvrir les fiches de la police française. Seulement en 1990, on a enfin ouvert les archives de la police française de Vichy. Et j'ai découvert pour quelle raison mon oncle Isaac avait été arrêté. Pas seulement lui d'ailleurs, en surnombre dans l'économie nationale. C'est une bonne raison pour arrêter des gens. En surnombre dans l'économie nationale, motif d'internement,
des Juifs, au début étrangers. Et il y a des camps qui se développent partout dans le sud de la France. Dans le nord, il y avait Pithiviers, Bonar-Holland, il y a eu Drancy. Dans le sud de la France, il y a Gurs. Il y a des camps comme Rivesaltes, où une partie de ma famille qui s'est enfuie dans le sud de la France a été enfermée. Et au début, personne ne sait ce qui va se passer. On attend, jusqu'à partir de 1942, on commence à déporter les Juifs en masse. Et ces fameux camps où on a mis des Juifs deviennent l'horreur. Et on a essayé de faire sortir le plus possible d'enfants. Donc, Isaac a demandé une photo. Il rentre donc dans le jardin du Luxembourg, qui n'est toujours pas interdit aux Juifs. L'entrée dans les jardins publics va être interdite à peu près 2 semaines après que la photo a été prise. Et une amie de Sarah, Annie Klein, va prendre cette photo et il sourit parce que c'est pour papa. C'est pour papa et c'est le dernier souvenir. Malheureusement, Isaac n'a jamais reçu la photo. Et la photo est restée dans ma famille parce que Annie Klein avait gardé le négatif et on a retrouvé bien plus tard. Mon père a récupéré la photo. Mon père a survécu, on va voir comment. Et la photo est revenue. Maintenant, là, il y a marqué que parc à jeux interdit aux Juifs. Ça, c'est juste quelques semaines après. On a interdit les jardins publics aux enfants juifs. Marqué parc pour enfants, interdit aux Juifs. Et il est interdit à un enfant juif d'être un petit enfant. C'est incroyable. Mais quand la photo a été prise, ce n'était pas encore mis, cette affiche-là. Et on commence à réunir tout le monde. Donc, ils ont été amenés, ma tata et ma tante et mes trois petits cousins ont été arrêtés donc, le 16 juillet 1942. Ils ont été emmenés à Pithiviers et il y a un grand problème. Les Allemands disent aux Français, on ne veut pas d'enfants dans les trains. On ne veut pas d'enfants parce qu'au début, la sélection, c'était plus pour le travail. Et ça, c'est quelque chose que je suis obligé de vous dire. Dans le système nazi, il y avait 2 écoles. Une école très idéaliste, il faut tuer tous les Juifs. Mais il y avait une école pragmatique qui disait, comment ça tuer les Juifs? Mais on peut s'en servir comme esclaves dans nos usines. Qui a dit ça? Alors, je vais vous dire, vous n'achèterez plus rien maintenant. Volkswagen, Mercedes, Bayer, les médicaments, Siemens, IG Farben, ça s'appelle ACFA aujourd'hui. Eux, ils font la queue chez Himmler. Pourquoi tuer des Juifs? Donne-nous des esclaves. Et il y a un grand combat dans le système allemand. Donne-nous plus pour le travail, donne-nous plus pour la mort. Et quand à Paris, on reçoit l'ordre de déporter, les Allemands disent on a besoin surtout de gens pour le travail, on ne veut pas d'enfants. Et qui a demandé à ce qu'on prenne aussi les enfants? Alors un monsieur qui s'appelle Leguay, L-E-G-A-Y, c'est un copain à Laval et un copain de Touviers, de la police française, et c'est lui qui va demander aux Allemands, non, nous on n'a rien à faire avec les gosses, prenez les enfants. Mais comment il écrit ça? Il n'écrit pas prenez les enfants. Il dit c'est pas humain d'avoir séparé les parents des enfants. Vous avez pris les parents, prenez aussi les enfants. Et comment vont être déportés ma famille? Isaac va être déporté avec des hommes, Sarah va être déportée qu'avec des femmes, et les enfants vont être dans un wagon, le wagon numéro 25, on va en parler tout à l'heure, où il n'y aura que des enfants. Mais la SNCF dit non, on ne peut pas prendre des enfants tout seuls. Donc, on va ramener tous les enfants à Drancy de Pithiviers pour les mêler à quelques adultes qui n'ont rien à faire avec eux, qui ne sont pas leur famille directe, mais pour qu'ils ne soient pas tout seuls. C'est la demande de la SNCF. Merci la SNCF. Voilà le camp où étaient Sarah et les 3 enfants, Pithiviers.
et on va les séparer quand l'ordre est donné de déporter tout le monde. Par exemple, là, il y a un autre exemple, la famille Frankel, Friedheim. Ceux qui ont connu Mme Friedheim à l'école Yavne, elle fait partie de la même famille. Il y en a un qui s'appelle Nissan Frankel et sa femme Esther. Nissan, il était soldat dans l'armée française. Il s'est battu en 1939. Il est arrêté à Pithiviers. Il va être déporté. Sa femme est arrêtée séparément, comme ma tata. Elle va être dans le même train que ma tante d'ailleurs, Esther. Et le petit-fils, le petit enfant, Richard, il va être séparé de sa mère. Et là, il va être déporté seul. Il était dans le même train avec mes cousins. Il va être déporté absolument seul. Il n'a même pas 2 ans. Il n'a même pas 2 ans. Et ça, c'est la police française qui va le faire. La séparation et la déportation des enfants complètement séparés de leurs parents. Et toutes ces familles vont être déportées en 3 trains. Papa d'abord, maman ensuite, et les enfants dans des trains que pour enfants. Et Esther, elle va jeter une lettre du train. Et la lettre est là, mes chers. Hier soir, on m'a appelé pour le départ. Je suis donc dans le train. Mon Richard, je ne sais pas où il est encore à Pithiviers. Sauvez mon enfant, mon petit bébé innocent. Qu'est-ce qu'il doit pleurer? Nos souffrances, c'est rien. Sauvez mon Richard, ma poupée. Je ne peux pas écrire. Mon cœur, mon âme, mon Richard, mon âme est loin et personne ne défend mon enfant de 2 ans. Et comment cette lettre est arrivée? Elle a jeté cette lettre du train. Quelqu'un, un brave cheminot, a trouvé cette carte qui était adressée à une autre tante, la famille Friedheim, que je crois que Naftali connaît et d'autres personnes connaissent. Mais il ne l'a pas envoyé par la poste, le brave cheminot. Il l'a amené à Paris jusqu'à la famille et c'est exposé aujourd'hui à Yad Vashem. C'est la dernière lettre d'une femme jetée par la fenêtre d'un train, le même train où était ma tata Sarah. Et j'ai retrouvé dans les archives de Klarsfeld, dans les archives de la police française, les 3 cartes de prisonniers de mes 3 petits cousins. Une fille de 6 ans, de 8 ans et un petit garçon de 3 ans, ils ont une carte de prisonnier du camp de Pithiviers. C'est incroyable, tout est bien organisé. Et tout d'un coup, c'est ce que j'appelle, moi, dans les cours que je donne, des vies de papier. Il y a encore, c'est vrai, vous faites des recherches, vous découvrez encore jusqu'aujourd'hui ce que j'appelle des vies de papier. Les gens continuent à vivre dans des archives que beaucoup ne connaissent pas. Et je vais vous donner un exemple. En Israël, il y a une dame je crois que j'ai déjà raconté une fois, une dame de 80 ans qui m'a appelé. Shlomo, tu peux me dire qui je suis, s'il te plaît? Je dis, pardon, madame, je n'ai pas compris votre question. Vous ne savez pas qui vous êtes? Non. Mes parents ont été déportés de Pithiviers. Ma mère m'a laissé sur le quai dans un panier. M'a laissé sur le quai et est montée dans le train. Elle m'a laissé sur le quai. Et là, il y avait des bruits qui couraient ou partaient des trains. Elle a décidé comprenez là, le courage d'une maman ou la force morale d'une maman pour laisser son bébé. Et il y a un brave paysan français qui a trouvé le bébé, juste. Il a sauvé le bébé, il l'a ramené à Lausée à la fin de la guerre en 1945. C'est un petit enfant à lui. Alors, comment il savait? Parce que la maman a laissé dans l'habit du bébé, dans une espèce de petit pyjama, elle a laissé une carte avec le nom et le prénom de l'enfant, Rosa X, je ne dis pas le nom de famille, et Rosa. Et à la fin de la guerre, le brave paysan français a ramené le bébé à Lausée en disant, c'est à vous. Je vous ramène un enfant, je ne sais pas, c'est un enfant juif, je vous le ramène. Et il n'y a personne qui est venu récupérer l'enfant. Personne, il n'y a plus personne de la famille. L'enfant, à la fin de la guerre, à peu près 4 ans, on l'envoie en Israël dans l'Aliat HaNoar. Elle grandit dans un kibbutz, elle fait l'armée. On lui donne un prénom en hébreu, Ruti. Elle se marie, elle a des enfants.
Et je lui dis, mais madame, pourquoi maintenant à 80 ans, vous cherchez qui vous êtes? Et elle éclate en sanglots. Elle dit, mais Shlomo, mon petit-fils, à l'école en Israël, il fait son devoir de mémoire, Shorashim, pour la bar mitzvah. Il fait l'arbre de la famille. Je ne peux pas dire non à mon petit-fils. Est-ce que tu peux retrouver qui je suis? Et comme Klarsfeld a ouvert les archives, il y avait 7 fiches de police avec son nom de famille qui était ni Cohen ni Lévy, donc c'était plus simple. Il y avait une fiche où il y a marqué le prénom de Rosa. Donc je suis venu chez elle et à l'âge de 80 ans, je lui ai dit, madame, vos parents s'appelaient comme ça, mais j'ai trouvé aucune photo de ses parents. Je lui ai donné sa date de naissance, il ignorait. Et je lui ai dit une chose que j'ai hésité avant de lui dire, madame, vous n'étiez pas seule dans cette famille. Vous aviez 2 frères de 5 ans et 8 ans qui sont morts à Auschwitz. Mais comme elle était très forte, je lui ai dit, j'avais peur de lui dire. On peut aujourd'hui retrouver des histoires incroyables grâce à des documents qu'on retrouve au Mémorial de Paris, dans les fiches de la police française et bien sûr dans les archives de Auschwitz. Voilà, c'est Drancy. Et j'ai trouvé le départ de mes 3 enfants, de mes 3 cousins de Drancy. Il y a marqué, voilà, le 28 août 42, ils ont été déportés. Et il y a l'affiche, on voit l'affiche de déportation de mes 3 cousins de 3 ans, 6 ans, 8 ans, pris à Drancy. Vous vous rappelez, on les a ramenés de Pithiviers à Drancy parce que on les a préparés des parents, on les a mis à Drancy et on les déporte que des enfants de Drancy. Et j'ai les cartes qu'on a trouvées. On peut retrouver encore ce genre de choses. D'où ils sont partis? De la gare de Bobigny. À Drancy, il n'y a pas de gare, enfin c'est plus loin. Mais les trains partaient de la gare de Bobigny. Certains d'entre vous connaissent. Aujourd'hui, la gare de Bobigny, elle ne marche pas. C'est un petit musée. Il y a une énorme carte où on voit les trains arriver jusqu'à Auschwitz. Et il y a des explications sur tous les convois qui sont partis de Bobigny. Pas tous sont partis de Bobigny. Et je vais souvent là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de guide. Parce que quand j'ai commencé à étudier l'histoire de ma famille, je voulais savoir, je veux aller après eux pas par pas. Donc j'étais à Bobigny et j'ai commencé à marcher sur les rails vers l'est. Et quelqu'un m'a dit, mais chaud, tu ne vas pas marcher jusqu'en Pologne. Alors c'était logique que je n'allais pas marcher jusqu'en Pologne. Mais mon idée était, je veux savoir chaque pas qu'ont fait les Juifs qui ont été déportés, notamment ma famille, mais pas seulement. Et ça m'a conduit en Pologne et je vais vraiment sur les traces de ma famille, pas par pas, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ma famille. Alors, Yitzhak est parti à Auschwitz avec le transport numéro 5 et j'ai trouvé dans les archives d'Auschwitz qu'il a reçu, il est passé la sélection, il a reçu le numéro 43-203 et il y a marqué, ça c'est ça, la fiche de... Cette fiche a été marquée en le 13-10-48, c'est les archives de Bad Arolsen. Après la guerre, les Alliés ont réuni tous les papiers de tous les camps et on a essayé de faire de l'ordre. Donc, je sais qu'il est arrivé à Auschwitz et qu'il a passé la sélection. Il a reçu un numéro qu'il avait sur le bras. Et on a retrouvé aux archives d'Auschwitz un certificat de décès. Alors, c'est établi après la guerre parce que c'est les archives de Bad Arolsen. Bad Arolsen, c'est un petit village en Allemagne où on a réuni tous les documents des camps. Et regardez ce qui est marqué. Kortfeld Isaac Gestorm, il est mort le 28 juin 1942 à 13h10. Il y a marqué 13h10. Et il y a marqué de quoi il est mort, parce qu'il faut une raison pour laquelle la personne est morte. Et il y avait marqué sur un médecin assigné, il est mort d'un phlegmon et de Körperschwache, c'est-à-dire faiblesse corporelle généralisée. Et j'ai retrouvé donc exactement la date de mort de Isaac, donc je peux dire Kaddish. Je peux dire Kaddish. C'est incroyable. Et ça, aujourd'hui, on découvre encore et encore. J'ai découvert pour Sarah, pareil. Il y a même marqué quand est-ce qu'elle est morte. Il y a même une feuille
où il y a tout marqué, où elle est morte, comment elle est, voilà, elle est morte le 24 septembre 1942 à 10h30 à Auschwitz, rue de la Caserne. Bon, ça c'est... Et il y a marqué Allgemeine Körperstrafe, c'est-à-dire, pareil, faiblesse corporelle généralisée. Maintenant, vous voyez qu'il y a une nappe. C'est la dernière chose que mon père a gardée de sa sœur, Sarah. C'est une nappe. Et je l'ai encore à la maison. Et de temps en temps, je la mets, une très belle nappe qui a été faite par Sarah. C'est une espèce de tissu, de tissage que ma tata Sarah, qui est morte à Auschwitz, a laissé à son frère, à mon père, qui a survécu, et je l'ai à la maison. Et tout d'un coup, encore des papiers, encore des papiers, encore des documents. Et tout d'un coup, la Shoah devient de plus en plus réelle, pas par pas. J'ai même la date et l'heure exacte de sa mort. C'est incroyable. Ces nazis étaient ordonnés. C'est incroyable. Maintenant, aujourd'hui, à Paris, pas loin de l'école de rue hospitalière Saint-Gervais, il y a d'autres écoles où étudiaient mes petits cousins. Et il y a marqué « Arrêté par la police du gouvernement de Vichy, complice de documents nazis. Plus de 11 000 enfants furent déportés de France. » Et dans cet arrondissement, dans le 4e arrondissement, parmi eux, les élèves de cette école, c'est une école à côté de la rue des Rosiers. Alors là, j'ai pas mal de gens de ma famille. Florette Einhorn, c'est la sœur de ma mère. Elle avait 3 ans. Anna Kornfeld, Hélène Kornfeld et Simon, c'est les 3 dont j'ai parlé. Et il y a même Adonner, un des petits frères de Zizi Adonner. Il y en a un que vous connaissez, Milo Adonner, mais il est décédé il n'y a pas longtemps et qui était un des survivants d'Auschwitz. Alors, il y a une plaque à Paris. Ce n'est pas une plaque, pour moi, c'est mon cimetière. Ils n'ont pas de tombe. Donc, il y a une plaque avec des noms. Et Yoram Mouchenik, le psychologue que vous connaissez en France, a écrit « Ce n'est qu'un nom sur un mur, mais c'est mon cimetière ». Ça, c'est la sœur de ma mère, Florette Einhorn, déportée à Auschwitz dans le même train que mes cousins, à l'âge de 3 ans. Et la photo de Florette figure à Auschwitz dans le bloc numéro 20. Donc, tout d'un coup, des photos, des visages, des histoires. Maintenant, au cimetière de Bagneux, il y a une plaque de la Société des Galiciens, des Juifs issus de Galicie, que mon grand-père, Einhorn Jacob, le rabbin Einhorn Jacob, mon grand-père, qui était un rabbin chassidique, il était le chef de la Société des Juifs venus de Galicie dans les années 20-30 jusqu'à la guerre. Il est mort à Auschwitz avec le rabbin Frankfurter, le père du rabbin Frankfurter actuel. Et là, il y a encore les noms des gens déportés. Ça, c'est mon père. Mon père a assisté à l'arrestation de sa sœur. Il voulait intervenir et 2 copains à lui l'ont bloqué. Ils sont enfuis en zone sud. Il a été arrêté en zone sud au camp d'Égletons. Il s'est évadé. Il a rejoint la résistance. Mon papa était résistant et il s'est battu dans le cadre des forces françaises de l'intérieur du côté de Lyon. Il s'est évadé à Nice, à Lyon, enfin, dans le sud de la France. Mon père avait une première femme, Déborah, qui est morte dans la Shoah. Elle a été arrêtée. Il s'est marié à peu près en 40. Ils sont envoyés tous les 2 en zone sud. Elle a été prise. Lui, il a été pris au camp d'Égletons. Elle était dans un autre camp. Elle a été déportée. Il s'est évadé pour essayer de la faire évader elle. Ça n'a pas marché. Et il est devenu veuf, ma mère et sa seconde femme. On va voir comment. Maintenant, il y a un copain à moi à Paris, Claude Ingard, qui a retrouvé l'endroit exact où était prise la photo. Et il a mis une chaise vide. Maintenant, vous savez qu'au Jardin du Luxembourg, quand tu prends une chaise, il y a un gardien qui te court après parce qu'il faut payer quelques centimes pour prendre une chaise. Et il a dit, je ne veux pas m'asseoir, je veux juste prendre la photo. Mais monsieur, vous photographiez une chaise vide. Et il dit, je vais vous montrer la photo quand il y avait quelqu'un sur la chaise. Maintenant, la chaise, elle est vide. Maintenant, le plus rigolo, entre guillemets, je m'excuse de l'expression, c'est qui est sur la statue? Blanche de Castille, la maman de Saint-Louis. Saint-Louis qui n'a rien d'un saint,
et qui n'était pas un bon roi, le bon roi Saint-Louis, qui était un salaud qui pour le premier a mis la rouelle jaune aux Juifs de France. D'ailleurs, je me suis fait virer une deuxième fois de la classe du lycée Jacques de Cour parce que j'ai refusé de dire le mot Saint-Louis. On est dans un État laïque, on dit Louis IX ou quelque chose comme ça, il n'est pas saint et c'est un salopard. Et on m'a viré de classe à cause de ça parce que je sais, c'est un scandale de ne pas dire le mot Saint-Louis. Bon, ok, c'est Blanche de Castille. Ma mère était, alors là, il y a une très jolie jeune fille, c'est ma maman. Ma mère était au scout, était une des premières groupes des scouts dans les années 20, quand les scouts, les EIF ont été créés par Robert Gamzon. Maman était madricha, était monitrice au scout, et il y avait une chef, sa chef à elle. Là, la maison était à côté de là où il y a les côtes des débarquements. La maison n'existe plus, là, il y avait une colonie juive, et on faisait des colonies. Ma maman était donc monitrice, et là, il y avait celle qui dirigeait le camp, la directrice du camp. La directrice du camp, elle s'appelle Lou Kadar. Elle est devenue plus tard la secrétaire de Golda Meir. Donc, et ma mère était très sioniste. Ma mère était vraiment maman très, très sioniste. Elle fait son alia en 1936. Elle reçoit du gouvernement britannique palestinien une carte d'identité palestinienne. Ma mère est palestinienne britannique. Il y a même marqué race Jewish. Ils sont sympas les Britanniques. Il y a marqué race juive. Ma mère monte en Israël en 1936. Elle est très idéaliste. Elle monte avec sa copine qui va devenir la secrétaire de Golda Meir, Lou Kadar, et elle va créer un kibbutz. Voilà, Jewish Agency for Palestine, sa carte d'immigration en 1936. Elle a eu la chance d'avoir un visa parce que le monde est fermé et les Britanniques ont fermé. Ma maman va avoir la chance elle a créé un kibbutz, elle va pouvoir monter. Le kibbutz s'appelle Gleliam, à côté de Herzliya. C'est eux qui ont créé également la ville qu'on appelle aujourd'hui Givatayim. C'est pas mal d'ailleurs. Mais à ce moment-là, ma mère était très, très sioniste et ils ont créé un kibbutz. Mais en 1942, il y a le danger terrible sur Israël. Rommel arrive. L'Africa Corps de Rommel va conquérir à partir de la Tunisie, la Libye. Ils vont conquérir l'Égypte et la Palestine. Et il y avait un plan de tuer tous les Juifs de Palestine du conflit de Jérusalem, de tuer tous les Juifs de Palestine à côté de Shrem, dans la vallée de Dothan, dans le nord de la Galilée à droite. Donc, il y a la panique en Israël, ça s'appelle les 200 jours de panique. Rommel arrive. Tout le monde est sûr que Rommel est meilleur que Montgomery. Et il y a un plan d'évacuer tous les Juifs. Si les Allemands arrivent, on fait le plan Masada sur le Carmel. On va se battre on va créer sur le Carmel des remparts et des trucs et on va se battre là-bas. Et il y a 5000 femmes, dont ma maman, et 30 000 hommes qui s'engagent dans l'armée britannique pour empêcher Rommel d'arriver. Ma mère s'est engagée, elle était conductrice de Jeep. Et le plus bizarre, c'est qu'elle s'est engagée en août 42. Et le jour où elle s'est engagée, et ça, j'ai jamais dit à ma mère, elle n'avait pas de contact avec ce qui se passe en Europe. Elle a quitté en 1936. Elle ne savait pas que son père était arrêté, que toute la famille était arrêtée et déportée. Elle s'est engagée dans l'armée britannique le même jour où mon grand-père, son papa, est mort à Auschwitz, en août 42. C'est quelque chose de bizarre. J'ai jamais dit ça à ma mère pour pas déclencher de. Alors voilà, ma maman, elle est très mignonne. Dans l'armée britannique, tout un bataillon de femmes qui sont battues ils ont gagné la guerre de El Alamein, la bataille de El Alamein. Bon, elle n'était pas toute seule, ma maman, mais c'est ma mère. Donc, il faut absolument que je dise qu'elle a gagné la bataille de El Alamein. Voilà. Elle était conductrice, en fait, de camions et de jeeps. Donc, elle transportait des troupes jusqu'au front et ainsi de suite. Donc, ma mère est retournée en France en 1947. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait bien mon père depuis son enfance et papa lui a écrit une lettre d'amour. Écoute,
ma première femme est décédée à Auschwitz. En plus, elle était enceinte. Deborah Lirt. J'aimerais refaire une famille. Je me rappelle qu'on était copains, qu'on était jeunes. Et maman est retournée après l'armée britannique en France. Le plan était qu'il retourne en Israël assez vite. Mais finalement, pourquoi ils sont restés en France? Parce que peut-être qu'il y a plus de chances de retrouver des survivants en Europe. Parce que pendant des jours et des jours et des mois, et même des années, on cherchait dans les listes, peut-être il y a quelqu'un qui a survécu. Maintenant, regardez, là, il y a ma maman en soldat britannique. Elle avait, ils étaient 8 frères et sœurs. Alors, il y en a, ma mère s'est battue dans l'armée britannique. 2 frères en France se sont battus dans l'armée française et ensuite également dans la résistance. Mais la majorité, Florette, un oncle qui était, lui, dans la Marcel, il était dans la résistance communiste, il était FTP Moy, franc-tireur et partisan, main-d'œuvre immigrée, il était un des chefs de la résistance communiste dans le sud de la France, et lui, il est mort à Dachau, celui-là. Lui, il est mort à Auschwitz. Pourquoi? Parce que il y a eu pas un tirage au sort, mais lui, il a dit, je pars avec papa. Il est parti avec mon grand-père à Auschwitz. Il y en a un autre frère de ma mère, qui est monté avec ma mère en Israël et qui s'est battu dans la Haganah, dans les rangs de la Haganah. Donc, voilà, une famille, ce que j'appelle des frères d'armes. Et je suis né dans ces familles-là. Je peux raconter le parcours de chacun, mais ça prendra beaucoup de temps et je dois bientôt terminer. Je suis retourné à Gorlitz, dans la ville de mes parents, il y a quelques années, quand j'ai repris après la fin du communisme, comme j'étais responsable de l'agent juif pour les pays de l'Est, j'ai été donc, je voulais pas aller au début à Auschwitz, je vous ai raconté, mais par contre, j'ai dit au chauffeur de l'agent juif qui m'amenait, je veux voir le petit village Gorlitz où sont nés mes parents. J'ai tout retrouvé, j'étais à la mairie, j'ai retrouvé des tas de documents et j'ai demandé, est-ce qu'il reste encore des juifs à Gorlitz? Il n'y a plus aucun juif jusqu'aujourd'hui, même les tombes ont été complètement pillées du cimetière juif qu'il y avait là-bas. Il n'y a plus aucun juif dans la petite ville de mes parents de Gorlitz en Pologne. Par contre, je suis rentré dans un magasin et j'ai découvert un juif, une petite statue en bois d'à peu près 15 cm de haut, en bois, un juif. Et si vous allez en Pologne aujourd'hui, dans beaucoup de magasins de souvenirs, on voit des petits juifs comme ça en bois. Et le dernier juif qui reste à Gorlitz, c'est un petit juif en bois. Alors je l'ai acheté, évidemment, c'est le dernier juif qui est resté de la ville de mes parents à Gorlitz. Voilà, j'ai plus ou moins terminé ce que je voulais vous raconter. Je pourrais répondre à des questions, mais vous comprenez que ce que je voulais faire, encore une fois, la Shoah, pour moi, ce n'est pas 6 millions, c'est 1 plus 1 plus 1. Non, ce n'est pas 1 plus 1, c'est Shlomo, le petit Shlomo et Hana et Chaya. Il faut redonner un visage et une vie à chacun. Il faut retrouver des photos, il faut refaire vivre ces gens-là. Il faut décrire 6 millions de parcours. Il faut refaire une identité très humaine de chacun de ces gens-là. Et c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, presque 80 ans après, on peut retrouver encore des choses. Et ceux qui veulent, je suis prêt à faire des recherches parce que je sais aujourd'hui rentrer dans beaucoup d'archives et grâce à Internet, on peut arriver à beaucoup de choses. On peut retrouver aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas savoir il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à telle personne ou telle personne? Il y a beaucoup d'archives qui s'ouvrent et c'est ce que j'appelle, et pour ça que j'ai appelé ça des vies de papier. Voilà, j'ai terminé. Aujourd'hui, j'ai pour moi le souvenir de la Shoah, c'est le souvenir très particulier de beaucoup de gens de ma famille, mais pas seulement, des amis, de tas de choses et de tas de gens, pardon, excusez-moi,
Et pour moi, c'est très important ce jour-là de vous avoir raconté et faire partager cette histoire. Merci beaucoup. Shlomo, merci beaucoup. Effectivement, je crois que personne n'a posé des questions parce qu'il y a tellement de questions, il y a tellement de questions sans réponse. Si je pense que les personnes étaient comme moi religieusement plongées dans cette histoire très marquante, très touchante, et qui est d'autant plus une histoire personnelle comme tu sais si bien les raconter et aussi émouvante. Je crois qu'on peut simplement te remercier de nous aider à nous reconnecter avec cette partie de l'histoire, de nous responsabiliser, de prendre aussi chacun notre part dans la transmission, dans l'identité, dans tout ce qui tourne autour de cette dramatique partie de notre histoire. Et grâce à des gens comme toi, voilà, comme des gens disent, nous avons beaucoup pleuré en t'écoutant, nous avons été effectivement beaucoup émus. Voilà, il y a une journée de souvenirs à passer, c'est très important de la passer avec, comme on dit en hébreu, de la mashmaout, de la signification, du contenu, et pas seulement comme une journée qui passe, parce que le temps passe et nous devons continuer ce travail très important de mémoire dont tu es un des fers de lance, et je te remercie. Toda Rabba, et à très très bientôt. Au revoir.